Bonjour, merci de me rejoindre pour cette conférence. Je m'appelle Benoît Christians, je suis directeur des opérations et cofondateur d'Axiocode, une entreprise de services numériques spécialisée en développement d'applications web et mobiles. On est une trentaine à bord, basée à Metz, quasiment parce qu'on est en télétravail, chacun chez soi encore. Je vais vous parler des applications obsolètes. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'une application obsolète? Quel diagnostic peut-on en faire? Quelles solutions? Alors, de quoi parle-t-on? Souvent, quand on parle d'applications legacy, c'est le terme anglais, on pense à des systèmes anciens, des gros systèmes mainframe, des applications bancaires ou d'assurance, des grosses solutions de ce type-là, qui vont assez bien correspondre à la définition de Gartner que l'on voit ici. Mais c'est pas seulement ça, il y a une autre définition qui est assez intéressante, qui consiste à dire qu'une application obsolète, c'est une application en fait qui coûte plus cher que ce qu'elle vaut. Il y a des coûts de maintenance, à chaque fois qu'on y touche, ça prend du temps, les évolutions sont chronophages, et finalement l'application coûte cher. Alors, on a des applications anciennes, c'est vrai, mais pas seulement. Une application récente peut être obsolète. On peut même concevoir aujourd'hui une application qui, dès le départ, sera obsolète si les choix techniques ne sont pas bons. Un exemple intéressant, c'est celui de la blockchain. Vous savez sans doute que la blockchain, salut Philippe, est une technologie assez récente. Et pour autant, Gartner disait l'an dernier que 90% des implémentations de la blockchain allaient devoir être changées d'ici l'an prochain. Alors, d'une part, pour des raisons de compétitivité, mais également pour des raisons de sécurité. Ce qui est assez inquiétant, ce qui peut permettre de penser que les technologies les plus récentes ne sont pas forcément celles qu'il faut adopter. Il vaut mieux éviter d'essuyer les plâtres, en quelque sorte. C'est ce qui se passe avec la blockchain encore aujourd'hui. Et le pire, d'ailleurs, paraît-il, est à venir avec les objets connectés. Alors, quel problème va poser une application obsolète? Le premier problème, c'est un problème business. C'est-à-dire qu'on a une application assez ancienne qui ne répond pas bien aux besoins de l'entreprise, aux besoins des clients, aux besoins des utilisateurs. Et on est dans une ère de digitalisation, comme on dit, le tout en ligne, qui se trouve un peu compliqué lorsqu'on a affaire à une application obsolète. Donc c'est difficile de faire évoluer une application obsolète et ça pose des problématiques au niveau business. Le deuxième problème, c'est un problème de coût. On estime que le plus souvent, c'est entre 60 et 80% des budgets informatiques qui sont consacrés aux opérations de maintenance. Ça représente quelque chose d'important et ça pose deux problèmes, cette histoire de coût. Le premier, c'est qu'il n'y a plus assez de budget ou pas assez de budget pour faire de nouvelles choses, de nouvelles applications, apporter de nouveaux services. Et puis le deuxième problème, c'est que lorsque l'application plante, ça peut coûter cher. Il y a un exemple frappant, je crois que c'est en 2016, la compagnie Delta américaine, son système en 2016 s'est arrêté, les avions ont été cloués au sol et ça a coûté 150 millions de dollars. Autant vous dire que les gars, ils ont regretté de ne pas avoir modernisé leur application, mais c'était trop tard. Et en fait, c'est un peu toujours ça. C'est trop tard. Ça veut dire, en gros, toutes les applications sont destinées à devenir obsolètes. Voilà, on n'y pense pas toujours quand on les met en place. Ça va plus ou moins vite. Ce qui est sûr, c'est que si on ne s'en occupe pas, ça peut causer des dommages assez conséquents. Le troisième problème que pose une application obsolète, c'est celui de la sécurité. En fait, on se rend compte que les éditeurs ne produisent plus de patchs de sécurité pour les versions les plus anciennes de leur système. Et bien, il n'y a plus de patch de sécurité, bien évidemment, il y a des failles de sécurité, et c'est un danger important pour l'entreprise. Mais c'est pas le tout, il y a aussi une problématique de performance. Une application qui est un peu ancienne, on peut prendre des exemples. Vous avez remarqué d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, je parle d'applications métiers destinées aux entreprises et pas d'applications grand public. Si on parle d'applications métiers très classiques, soit ERP pour la gestion de l'entreprise globale, soit de CRM pour la gestion commerciale, pour faire simple, un système un peu ancien va altérer la performance de l'entreprise, surtout si les concurrents ont des outils plus modernes. Et puis le dernier problème, mais pas des moindres, c'est un problème d'évolutivité qui pose la question des compétences techniques. Avec des applications anciennes, avec des langages anciens, voilà, on n'a plus forcément les compétences.
Certains d'entre vous se rappellent peut-être de l'histoire du bug de l'an 2000, où tout le monde cherchait des développeurs COBOL, il n'y en avait pas, et les gars ils se vendaient à prix d'or, voilà. C'était un peu tard. Et les entreprises de services numériques forment leurs effectifs sur les outils et les logiciels les plus récents. Donc sur les technologies anciennes, il y a un problème de compétences techniques qui pose un souci d'évolutivité. Voilà les problèmes que pose une application obsolète. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si oui ou non une application est obsolète, ou du moins de trouver les indices d'obsolescence d'une application. Alors je vais vous donner des indices assez faciles à mesurer. Il y a en fait 7 critères que vous pouvez utiliser, très simples. Le premier et le plus simple de tous les critères, c'est que votre application, elle est décriée au sein de l'entreprise. Alors on peut faire confiance aux utilisateurs pour dire que ça marche pas bien, ça fait pas ce que ça devrait, ça plante, il faut faire de la double saisie, etc. etc., etc. On peut dire qu'il y a toujours des râleurs, mais en fin de compte, ce sont des signes très révélateurs de l'obsolescence d'une application. Donc on peut se dire, ah, attention. Deuxième point d'attention, deuxième critère, l'application est critique pour le business de l'entreprise et par conséquent, elle est irremplaçable. Elle ne peut pas se passer. Bon, à contrario, on peut dire que c'est pas la peine de s'inquiéter outre mesure pour une application qui va gérer, je sais pas, les congés payés, les demandes de congés de l'entreprise. Voilà. Mais une application critique pour le business, ça mérite une attention un peu plus importante. Le troisième critère, on entre dans le dur du sujet, il y a des évolutions urgentes à faire sur l'application, mais elles sont trop coûteuses. Le patron vient, il dit voilà, maintenant on va faire comme ça, on va s'adapter, on va apporter tel nouveau service. Hein, les gars, dans 2 semaines c'est bon. Puis là, l'équipe informatique, elle dit bah non, tu ne te rends pas compte, dès qu'on touche à ce truc-là, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a des bugs de partout, on ne sait pas comment y toucher, voilà. Ça va prendre trop de temps, dans 3 mois on n'est pas sûr de pouvoir livrer, enfin voilà. Ça aussi, quand l'équipe technique en charge de la maintenance de l'application fait ce genre de réponse, c'est un point d'alerte qu'il ne faut pas négliger. Un autre critère, parfois un peu plus difficile à évaluer, c'est celui des technologies qui peuvent poser problème. Alors, de différents domaines, soit ça peut être un langage, je vous parlais de COBOL, on peut aussi parler des Fortran et autres langages assez anciens, mais c'est aussi, et j'en reparlerai d'ailleurs, les composants open source, qui sont très très utilisés par les développeurs. Les développeurs, vous l'imaginez bien, quand ils développent une application, ne font pas tout du sol au plafond. Ils utilisent des modules, des bibliothèques, des composants qui existent, mais parfois, certains de ces composants sont laissés à l'abandon et ne sont pas maintenus. Un troisième exemple de technologie problématique, c'est lorsqu'on choisit la mauvaise solution finalement, on a un jeune développeur, voire même stagiaire, à qui on confie une mission, et puis, ou alors un utilisateur de l'entreprise, et puis qui va développer une usine à gaz sous Excel ou un bazar inextricable sous Access, sans vraiment savoir ce que c'est qu'une base de données relationnelle, par exemple. On peut s'attendre à ce que ça ne marche pas bien longtemps. Le cinquième critère, qui a l'air anodin finalement, mais qui est très révélateur également, c'est l'existence ou non de tests automatisés. Alors je ne parle pas seulement de tests techniques, ce qu'on appellera des tests unitaires, mais également des tests fonctionnels automatisés. Et à chaque fois qu'on fait un changement dans une application, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'effet de bord et que tout fonctionne correctement. Une modification faite à un endroit peut provoquer des dysfonctionnements à d'autres endroits, donc il faut tester l'application. La bonne pratique, c'est donc de tester l'intégralité de l'application, ou quasiment, et la bonne pratique de la bonne pratique, c'est d'automatiser ces tests. Alors quand il n'y a pas de test automatisé, c'est un indice qu'il peut y avoir des problèmes sur l'application assez importants. Un autre critère, peut-être que c'est plutôt là qu'on pourrait prendre l'exemple de notre fameux stagiaire, c'est des problèmes de conception importants, dès le départ. On n'a pas choisi la bonne architecture, on n'a pas fait les plans peut-être du tout. Soit les plans de la maison en quelque sorte sont pas bons, soit ils n'existent pas du tout. Et puis le dernier critère, là aussi assez facile à évaluer, c'est que les développeurs en charge de l'application ne sont plus là, tout simplement. Alors que l'application nécessite des compétences spécifiques, ils ne sont plus là.
Et en plus de ça, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de documentation fonctionnelle et il n'y a pas de documentation technique. Alors là, ça commence mal. C'est un indice aussi de la vitesse à laquelle l'application va devenir obsolète et des difficultés à y apporter des solutions, et ça passera à un moment donné par une rétroconception fonctionnelle et même une rétroconception technique. Voilà donc les critères simples qui vont permettre de dire « Ah tiens, là, je pense que j'ai un problème ». Ensuite, la question qu'on peut se poser, mais est-ce que ce problème il est grave? Alors, on va essayer de mesurer l'obsolescence d'une application. On a détecté qu'une application, elle ne va pas bien. Maintenant, on voudrait savoir à quel point elle ne va pas bien. On va mesurer ça avec 5 critères. Le premier, c'est la dette fonctionnelle. Alors, la dette fonctionnelle, elle mesure l'écart entre les besoins métiers, ce que devrait faire l'application, et ce qu'elle fait réellement. On a une application qui ne fait pas tout à fait ce qu'elle devrait, qui ne fait pas tout à fait ce qu'on voudrait qu'elle fasse maintenant, ça pose problème. Donc on va mesurer l'écart entre ce qu'elle devrait faire, cette application, et ce qu'elle fait réellement. C'est le plus important en fait. Le deuxième critère, c'est la dette technologique. Alors, on va mesurer là ce qui concerne les langages et les composants utilisés. Alors, je reviens sur la partie open source, qui est vraiment quelque chose d'important et très souvent utilisé par les développeurs. Il y a une étude assez récente qui a été faite et qui dit que 9 applications sur 10 contiennent des composants open source laissés à l'abandon, c'est-à-dire obsolètes. 9 sur 10. Dans 75% des cas, il y a des failles de sécurité connues, c'est-à-dire référencées, dans 75% des cas. Et c'est un taux qui est en progression de 15% en un an. Avec c'est de pire en pire. Et dans 49% des cas, il y a des failles de sécurité ou des vulnérabilités à haut risque. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est plus de la rigolade. Dans 49% des cas. Et c'est un taux qui a progressé de 10 points en un an également. Voilà ce qui est des composants open source, de ce que les développeurs utilisent au quotidien pour réaliser leurs applications. Donc il faut mesurer cette dette technologique. Il faut ensuite mesurer la dette des tests. C'est assez simple, hein. Les tests à la fois techniques, les tests unitaires, mais également les tests fonctionnels. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont correctement mis en place? Mais aussi, est-ce qu'ils sont correctement implémentés? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les faire évoluer? S'il faut réécrire, recoder les tests à chaque fois qu'on fait un changement dans l'application, ces tests, finalement, on peut dire qu'ils n'apportent pas le bénéfice attendu. Ensuite, on a un quatrième critère qui est celui de la dette architecturale. Alors, l'architecture, elle va définir comment les différents éléments d'une application sont agencés et comment ils interagissent entre eux. Finalement, ça va mesurer la dette architecturale des choix de conception initiaux qui finalement sont dépassés ou erronés. Et puis pour terminer, on va mesurer la dette technique, qui est presque le plus simple des critères. Là, on mesure l'écart par rapport aux normes de programmation, ce qu'on pourrait appeler le clean code. Finalement, il y a deux paramètres à prendre en compte. D'une part, un paramètre quantitatif. Là, on va utiliser des outils d'analyse de code qui vont nous donner des scores, des résultats, des recommandations. Assez facile à mettre en œuvre. Et puis, il y a une partie qualitative qui est celle de la revue de code, qui consiste à demander à des développeurs de revoir le code de leurs collègues. Ça va nous permettre de mesurer la dette technique. Alors j'ai un exemple à vous donner de notes de l'obsolescence d'une application. Vous vous rendez compte que nous avons nos critères auxquels on a assigné un coefficient et puis on a donné une note. Cette application, elle a été développée il y a 4 ans. Elle utilise les technologies Java et Ember.js pour la partie front, les écrans pour faire simple. Elle a été développée par une équipe, en l'occurrence offshore. Elle a été reprise par 2 autres équipes, dont une est réduite à 1 personne. L'entreprise en question s'est dit il faut arrêter de rigoler, on va aller voir des gens sérieux. Ils sont donc allés évidemment chez Axocode. Alors, l'évaluation qu'on peut faire de leur application, c'est quoi? C'est qu'on a une dette fonctionnelle plutôt élevée. Pourquoi? Parce que l'application ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire.
Il y a des manips à faire un peu bizarres pour arriver à obtenir les résultats. Il faut aller faire des bidouilles en base de données, patati patata. La dette technologique est encore un peu plus élevée. Pourquoi? Parce qu'on a un problème avec Ember.js. C'est un framework ancien, et en gros, pour faire simple, si on veut changer les écrans, il faut tout réécrire. On a une dette des tests encore plus élevés. On va schématiser, il n'y a pas de test. Quasiment pas. Mais c'est pas 10. Il y en a un petit peu. La dette architecturale est moins importante, parce que finalement, les choix de conception initiaux sont pas trop problématiques. C'est pas si pire, comme on pourrait dire. Et puis la dette technique, un peu moins importante. Même s'il n'y a pas de revue de code, on peut dire que le code est quand même correctement réalisé. Voilà, au final, on a quand même une note qui est quasiment à 7 en termes de score d'obsolescence. Ça veut dire quoi? C'est pas foutu, mais c'est grave. C'est-à-dire il faut s'en occuper maintenant. Si on atteint 8, c'est bientôt trop tard. Si on atteint 9, c'est foutu. On peut se dire ça. 10, ça se peut pas, hein, ou alors l'application est déjà au cimetière. Voilà, donc on fait cet exercice qui permet de poser les choses clairement sur la table, de ne pas se fier juste à des impressions, mais de mesurer chaque élément pour se dire où en est mon application. Alors, dans un monde parfait, on devrait faire ça pour chaque application régulièrement, au moins une fois par an. Voilà. Ce serait une sorte de bonne pratique pour anticiper et prévoir, et pas se trouver comme Delta avec des avions cloués au sol. Alors, quelle solution? Finalement, il y en a deux, plus une en bonus. La première solution, c'est la méthode dite révolutionnaire. Et on remplace l'application. Alors, c'est une méthode extrême. Quand on n'a plus le choix, c'est ce qu'il faut faire. Et finalement, c'est une méthode qu'on va utiliser lorsqu'on a un score d'obsolescence important. On a une deuxième méthode qui est nettement préférable. C'est la méthode évolutive qui consiste en un processus de modernisation systématique, étape par étape. Alors, c'est moins douloureux. On va en général pas impacter les processus métiers les plus importants. Ça perturbe pas l'activité de l'entreprise et finalement les risques sont plus faibles avec une méthode de ce type-là. L'inconvénient, c'est que souvent, c'est une méthode qui ne va pas tout à fait jusqu'au bout. On a réglé les problèmes les plus urgents et puis hop, on s'arrête parce qu'on se dit bon bah le reste on verra plus tard. Finalement, ça peut être une méthode qui finit par être ponctuelle et en quelque sorte inachevée. Elle est de loin préférable à la méthode révolutionnaire quand on peut l'éviter. La méthode révolutionnaire d'ailleurs a un point particulier là-dessus. Un des gros soucis qu'on rencontre avec ça, c'est quand on réalise une nouvelle application, on va avoir, pour faire simple, un modèle de données différent. Pourtant, on va vouloir récupérer les données de l'ancien système et on va vouloir faire rentrer des trucs carrés dans des trous ronds. Et c'est la principale cause d'échec de cette méthode révolutionnaire, c'est qu'on n'aura pas fait attention au problème de migration des données, ou pas suffisamment, ou parfois c'est pas possible, ou ça produit des résultats incohérents. Et puis, autre chose, la containerisation, c'est un peu particulier. On va isoler l'application du reste du système d'information de l'entreprise. Alors, par exemple, on a un environnement PHP, la version de PHP utilisée n'est plus maintenue, il n'y a plus de patch de sécurité, donc on doit passer à une version supérieure, mais on a un outil de contenu, de gestion de contenu, un CMS, un Drupal par exemple, qui ne peut pas évoluer parce qu'il n'est pas compatible, donc on est obligé de le garder parce qu'on ne peut pas tout réécrire. Voilà. Donc on se dit, bon, en attendant, on va mettre tout ça dans un conteneur, c'est ce qu'on appelle aussi la dockerisation, on va mettre ça dans un conteneur, on va l'isoler du reste, en attendant. Le problème, c'est que parfois, c'est du provisoire qui peut durer un peu. Mais c'est vraiment une méthode provisoire, c'est sa finalité. Finalement, au bout de tout ça, quelle est la bonne démarche face à une solution, une application obsolète? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que vous-même pouvez faire? Les premiers éléments que je vais vous donner sont des choses que vous pouvez faire par vous-même, et plus on va avancer, plus vous risquez d'avoir besoin d'être accompagné pour arriver au résultat. La première chose, donc, c'est de réaliser une analyse fonctionnelle pour mesurer les écarts entre ce que l'application devrait faire et ce qu'elle fait. Vous pouvez vous faire une idée facilement, mais vous pouvez aussi utiliser une méthode
UML par exemple, qui va permettre, par l'intermédiaire de cas d'utilisation, de référencer tout ce que devrait faire l'application et de mettre en face tout ce qu'elle fait et de comparer les écarts. C'est pas très difficile. La deuxième chose à faire, c'est un état et un historique des ressources humaines affectées à l'application, quel développeur ou quel prestataire est intervenu sur l'application, quand et sur quelle techno. Ça, vous pouvez le faire également vous-même, hein, c'est pas très compliqué. Troisième chose à faire, c'est l'inventaire des contraintes du système informatique de l'entreprise, parce qu'en général, on ne part pas de zéro. L'entreprise a un environnement, une infrastructure, déjà des logiciels auxquels il faut, des solutions auxquelles il faut se connecter, un système d'authentification, enfin, que sais-je. Donc il faut faire l'inventaire des contraintes pour se dire que même si on fait une nouvelle solution, elle devra répondre à ces contraintes. Le quatrième point, c'est l'évaluation du degré d'obsolescence des technologies utilisées. Donc, ça fait référence à ce que je vous disais précédemment, y compris les composants open source. Donc ça passe par un inventaire. Il faut faire un inventaire complet de tous les composants utilisés et des technologies utilisées pour l'application et d'aller chercher le degré d'obsolescence de chacun de ces composants. Voilà, c'est un peu plus technique. Il y a des informations qu'on trouve facilement sur ce sujet-là, mais c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est une recommandation générale d'avoir systématiquement un inventaire des outils et des composants utilisés dans les applications d'une entreprise. Ensuite, il faut faire l'analyse du code source. C'est un peu plus compliqué cette fois. Faire le calcul de score de la dette technique avec les outils dont je vous parlais, notamment d'analyse de code et des revues de code. Et lister les failles de sécurité. Là aussi, il existe des outils qui permettent de faire ça. Ensuite, il faut évaluer la couverture des tests, à la fois des tests unitaires et des tests fonctionnels, automatiques. La documentation, est-ce qu'elle existe? Documentation fonctionnelle, est-ce qu'elle est à jour? On a souvent un cahier des charges initial et puis après, il y a eu des changements, mais on ne les a jamais reportés dans la documentation fonctionnelle. La documentation technique, c'est encore pire. En général, souvent, il n'y en a pas. Et encore plus souvent, quand il y en a, elle n'est pas forcément mise à jour. Donc il faut évaluer la couverture de cette documentation. Et évaluer également le processus de développement et de déploiement. Comment se passe le développement, comment ça fonctionne, et le déploiement sur une plateforme de test, et le déploiement en production, comment c'est fait, est-ce que c'est automatisé, est-ce que ça embarque des tests, etc., etc. Un autre point qu'il faut arriver à faire, pour être tout à fait complet, c'est d'estimer la valeur financière de l'application. Voilà. Différentes méthodes. Mais le but, c'est de comparer quelle est la valeur de l'application par rapport à un coût de rénovation ou un coût de remplacement. On peut dire la valeur de l'application, c'est facile, si on a un prestataire, ça a coûté tant, et puis on va peut-être déprécier cette valeur en fonction du score d'obsolescence. Voilà, une application qui a coûté 10 000 et qui est obsolète à 80%, elle vaut plus que 3 ou 4 000. Et pour en faire une nouvelle, ça va coûter 7 000. Voilà. N'importe quoi, mais ça permet d'avoir des éléments. Et de comparer la valeur de l'application par rapport à son coût de remplacement ou son coût de mise à niveau, voire son coût temporaire d'isolement, la fameuse dockerisation qui n'est pas l'opération la plus coûteuse, mais qui est la plus provisoire en quelque sorte. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez faire votre choix d'implémentation et puis décider de votre feuille de route. Et une fois que vous avez ça, vous avez surtout à suivre votre feuille de route. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les applications obsolètes. Je pense que j'ai réussi à respecter le temps imparti. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Vous parlez de l'analyse de la complétude fonctionnelle par rapport aux besoins métiers. Est-ce que le design de l'expérience utilisateur vous évoque une grosse partie dans cette évaluation, ou est-ce que c'est vraiment séparé dans votre esprit? Alors oui, c'est un peu séparé, mais ça en fait quand même partie. L'ergonomie, pour faire simple, je schématise un petit peu, l'ergonomie de l'application est quelque chose d'assez important. Et souvent, les premiers problèmes que remontent les utilisateurs, c'est des problèmes d'ergonomie, où il faut aller cliquer 5 fois et changer 40 fois d'onglet pour arriver à faire quelque chose.
Donc ça joue, oui, bien sûr. Et quelles sont les autres composantes de cette évaluation des besoins fonctionnels Tout simplement des choses que l'application ne fait pas. Alors, soit elle ne les fait pas alors qu'elle devait les faire au départ, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, l'application, il n'était pas possible de créer de nouveaux éléments dans l'application, il fallait passer par des requêtes dans la base de données. Bon, là, il y avait un manque fonctionnel par rapport à ce qui était prévu au départ. Et puis, il y a des nouveaux besoins. Ça passe sur l'évolution de l'application. Il y a des nouveaux besoins qui apparaissent et que l'application ne couvre pas. Et là, on va essayer de voir à quel point c'est compliqué de réaliser ces nouveaux besoins. D'accord. Est-ce que dans la nouvelle solution qu'on implémente, on peut mettre en place des processus un peu de la même manière que vous l'avez fait avec cette liste de choses à contrôler, d'avoir aussi un outil de remontée des problèmes fonctionnels intégré à cet outil-là Alors c'est difficile à outiller en fait. Et d'ailleurs sur un certain nombre d'évaluations, je ne l'ai pas dit, mais en particulier de complétude fonctionnelle, il faut en général pas faire ça tout seul. C'est un travail qu'il faut faire avec les utilisateurs principaux de l'application pour ne pas se tromper. Donc la mesure de tout ça, elle se fait par l'inventaire des fonctionnalités de l'application, qui peut être structuré, je veux dire. Si vous utilisez de l'UML par exemple, avec des cas d'utilisation, une méthode, un langage de description structuré, ça va vous permettre de faire les choses plus proprement, je dirais, que du texte dans un Word en vrac. Voilà. Donc vous avez un inventaire de tous les cas d'utilisation de ce que l'application devrait faire, à côté un inventaire de ce que l'application fait, et c'est assez facile à comparer en fait. Mais je ne connais pas d'outils qui permettent de faire cette comparaison, automatiquement du moins. Ouais, pour des applications métiers comme ça, sur mesure, c'est un peu difficile encore à envisager de manière automatisée, comme les tests unitaires. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok, merci. Avec plaisir. Merci pour la présentation. Je voulais parler de containerisation en fait. Isolement de l'application. C'est migration à une nouvelle solution. Comment... Non, on prend l'application et on la met dans un conteneur. Alors, je ne sais pas ces détails techniques que je ne connaîtrais pas, mais on l'isole. C'est-à-dire que vous allez prendre le système d'exploitation, entre guillemets périmé, votre application, et vous allez les isoler du reste du système informatique de l'entreprise. Si par exemple vous avez un système avec plusieurs applications, je ne sais pas, sur un PHP, je ne sais pas Anthony, quelle est la réaction pour dire 5, c'est ça? Voilà. Il est tout maintenu, il n'y a plus de patch de sécurité, il n'y a plus rien. Vous avez besoin, c'est indispensable, de faire évoluer votre PHP vers la version supérieure pour des raisons de sécurité évidentes, mais vous avez une application qui ne peut pas supporter cette nouvelle version de PHP. Et pour autant, vous ne pouvez pas redévelopper complètement cette solution-là. Donc vous dites, bon, je vais garder mon application avec la vieille version de PHP, mais je la mets à part, en attendant de faire autre chose, en attendant de la redévelopper, en attendant de trouver une autre solution. Vous l'isolez du reste. Ça vous permet de régler le problème de sécurité pour l'ensemble de votre infrastructure, sauf cette application qui est isolée. Ah ouais, mais il faut beaucoup de travail pour ça, ou la containerisation. Je pense pas. Enfin, la dockerisation, c'est ce qui est le plus simple à faire et le plus rapide. Voilà, enfin, c'est quelques heures ou quelques jours de boulot dans les cas les plus compliqués, mais c'est tout. On va isoler l'application. Après, c'est la société en charge de l'hébergement, l'infrastructure, qui va faire ce travail, en fait. Mais voilà, c'est rapide, c'est relativement simple, mais c'est provisoire. Plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.